Alors voyez, nous sommes le 2 janvier 2023 et toute l'actualité va vous parler bien sûr de l'inévitable krach, c'est-à-dire la descente aux enfers. C'est-à-dire la fin de l'économie, la fin du monde connu, etc. Donc ils vont en rajouter beaucoup, ils vont en faire beaucoup, même si les problèmes sont évidemment réels. Il y a beaucoup de gens qui souffrent du chômage, de perte d'emploi, de l'inflation qui fait qu'on peut acheter beaucoup moins de choses, donc moins facilement se nourrir, s'habiller, se loger. Évidemment, ces problèmes-là sont criants et existent depuis un certain temps. Clairement, la presse se fait l'écho de ce krach ici, et à la fois les youtubeurs aussi. Alors je pense qu'il faut distinguer les youtubeurs qui font ça pour évidemment attirer les clics. On sait tous que depuis longtemps que la nature humaine aime beaucoup le sensationnel, dans un sens comme dans l'autre, mais aujourd'hui ce qui marche c'est le sensationnel qui fait peur, qui inquiète. Et puis la presse a besoin aussi du sensationnel, mais je dirais que la presse va suivre une tendance des puissants, une tendance d'une politique mondiale qui est menée actuellement par la Fed. Vous voyez, si on regarde d'autres titres, notamment sur l'inflation qui commence à être maîtrisée aux États-Unis. Vous voyez, l'espoir d'une inflation maîtrisée renaît aux USA et en Europe, mais je dirais d'abord aux USA, ce qui fait que la Fed, donc la Banque centrale américaine, commence à imaginer de ne pas augmenter les taux. Je dirais même pas baisser les taux d'intérêt, mais en tout cas peut-être ralentir l'augmentation des taux. Mais malgré tout, il ne faut pas que l'économie surchauffe. Ce qui veut dire qu'il faut contenir l'envie des individus, l'envie des citoyens de consommer, d'acheter de nouvelles voitures, d'acheter des appartements, etc. Parce qu'évidemment, si tout le monde se met à acheter, eh bien l'inflation va repartir. Et donc, il faut calmer les ardeurs du public. Et comment on calme les ardeurs du public? En faisant peur au public, en disant le krach va arriver, donc gardez bien votre argent, ne le dépensez pas car vous allez en avoir besoin. Et ici, ils en rajoutent surendettement vous voyez, des ménages et des entreprises, la dette abyssale des États, le retour de l'inflation, la fin des politiques monétaires accommodantes, c'est-à-dire la fin de l'impression monétaire à tout va, donc de la planche à billets. Tous les ingrédients sont réunis pour un krach financier et budgétaire de grande ampleur. Alors, ouais, c'est ça qu'il faut analyser. Il ne faut pas se laisser avoir, il ne faut pas être des moutons dans cette affaire et essayer d'analyser pourquoi est-ce qu'on nous dit ça, qu'est-ce qu'on veut nous faire passer comme message sur ce krach qui arrive. Donc, je vous invite à réfléchir à ça et à vous dire, est-ce qu'il n'y a pas une intention derrière? Parce qu'en général, dans les grands médias, il y a une intention. L'idée des grands médias, c'est pas forcément que de vous informer, loin de là, moi je dirais. C'est aussi de manipuler votre sentiment, votre pensée pour aller dans le sens des politiques qui sont menées par les États, par la Banque mondiale, par etc. la Fed, surtout les États-Unis bien sûr. Donc il faut être attentif à ça. Alors si on regarde un peu notre célèbre Cathie Wood, elle a dirigé, elle a créé aussi le fonds d'investissement ARK Invest, qui est assez célèbre dans le monde de la finance traditionnelle et aussi elle est célèbre maintenant dans le monde de la crypto, parce qu'elle a plusieurs fonds en crypto-monnaie, d'ailleurs, pour ses clients et pour elle. Et puis, elle parle de cette prévision Bitcoin qui devrait atteindre $1 million d'ici 2030. Donc, vous voyez, c'est dans 7-8 ans à peu près. Donc, $1 million, c'est une prévision incroyable quand on pense qu'aujourd'hui, le Bitcoin est à 16 000 $. Mais si on regarde toujours regarder le graphique Bitcoin. Alors là, je vous ai trouvé un excellent graphique. Vous voyez sur le timeline qui part de 2011, parce qu'effectivement, bon, le premier bloc a été miné en 2009, début 2009 de Bitcoin, mais franchement, entre 2009 et 2010, il s'est absolument rien passé en termes de prix, évidemment. Tout a vraiment commencé à bouger en 2011. Ici, vous voyez, en jaune, là, vous avez le prix du Bitcoin. Et ici, donc, si je me mets au tout début, on est à 30 centimes, vous voyez, 30 centimes de dollars, le Bitcoin en 2011. Ce qui est intéressant ici, c'est le côté très linéaire. Donc, vous avez, en analyse chartiste, on appelle ici le plancher, la ligne rouge, ça s'appelle un support. Vous voyez, en fait, c'est le plancher, en fait. C'est une ligne qu'on trace, c'est une ligne imaginaire que l'on trace en suivant les points bas du prix du Bitcoin. Donc c'est le plancher et en haut vous avez ce qu'on appelle la résistance qui serait le plafond sur lequel vient buter en permanence le prix du Bitcoin. Vous voyez, il bute ici sur le plafond, il bute ici mi-2011, il bute sur le plafond en 2014, etc. Donc comme ça vous avez déjà la notion de ce qu'on appelle une résistance. Et puis, tout comme il vient buter, il vient s'appuyer à chaque fois en bas sur le support. Et donc, on voit bien qu'il y a des lignes, ces deux lignes sont très linéaires. Et puis, au milieu, la ligne verte, c'est ce qu'on appelle une ligne médiane, une moving average, comme on dit dans le milieu de l'analyse des charts Bitcoin. Et puis ici, vous avez le prix. Et on voit que
Alors, la volatilité est vraiment très importante, hein, parce que quand on passe ici, vous voyez, de 77 centimes à 20 $, c'est une progression absolument spectaculaire. Et puis ça retombe aussitôt. Mais à chaque fois, ça retombe toujours un peu plus haut que la fois précédente. Et donc, à force de toujours chuter un peu plus haut, vous voyez qu'on atteint un prix ici à 16 000, hein, qui est le prix d'aujourd'hui, 16 253. On voit d'ailleurs ce qu'on appelle le all-time high en 2021 qui est ici, vous voyez, à 61 416 $. Ici, c'est le deuxième all-time high. Donc, il y en a eu deux en 2021. Il y a eu deux grands pics très importants, deux flambées. Celui-là, c'était même 66 000. Et puis, la chute qui est ici, vous voyez ici. Et donc, on est vraiment ici sur le support. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est soit, a priori, ça pourrait aller encore s'appuyer sur le support pendant un certain bout de temps et puis après remonter pour le prochain bull run qui, a priori, tout le monde l'estime pour soit ce sera en milieu de cette année, soit ce sera fin d'année ou soit ce sera 2024. Mais en tout cas, il faut déjà se préparer au point bas qu'on aurait déjà atteint, qu'on va déjà atteindre prochainement sur le Bitcoin et donc sur la plupart des crypto-monnaies, bien sûr. Il faut se préparer à ça et c'est ce que Cathie Wood prédit effectivement, parce que si on suit cette courbe jusqu'en 2000, vous voyez ici en 2030, alors on est effectivement ici sur du plus d'1 million de dollars en termes de résistance là-haut et une ligne médiane de 426 000 $. Donc c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que le Bitcoin pourrait effectivement atteindre ça, puis revenir à un point bas qui serait 200 000 $. Donc déjà l'écart de prix ici est gigantesque, mais il faut s'habituer à cette volatilité. Il n'est pas exclu non plus que la volatilité commence à se calmer sur le Bitcoin au fur et à mesure des institutionnels rentrent dans le Bitcoin. Ici, on voit que la Banque d'Angleterre, par exemple, lance des candidatures pour probable une prochaine CBDC, donc c'est une Central Bank Digital Currency. On veut vous tenir éloigné de la crypto, mais il se passe beaucoup de choses dans le domaine de la crypto et justement chaque jour apporte son lot de bonnes nouvelles en fait, de l'adoption massive. Ici, vous voyez l'exposition des banques. Alors c'est présenté comme une exposition des banques qui est limitée à 2% de crypto. En fait, les banques, toutes les banques, vous voyez le groupe des gouverneurs des banques centrales et les responsables du contrôle bancaire ont approuvé une norme visant à limiter l'exposition des banques à 2% de crypto. Mais en fait, il faut lire cette information à l'envers. Il faut dire que ça y est, toutes les banques centrales du monde sont d'accord pour stocker, pour avoir des réserves, dont 2% de leurs réserves en crypto-monnaie, ce qui est juste absolument dingue. Parce que, vous voyez, le comité de Bâle, c'est quand même des gens qui contrôlent toutes les banques centrales. Ici, ça s'appelle le Bank of International Settlements, donc c'est la BIS, vient de finaliser une politique permettant aux banques de détenir, vous voyez, 2% de leurs réserves en Bitcoin. Et ces 2%, c'est 3,6 trillions de dollars. Voilà, 1 trillion de dollars, c'est 1000 milliards. Donc c'est absolument colossal. La nouvelle est vraiment incroyable. Franchement, je ne m'attendais pas à ça avant la fin de cette année. Mais vous voyez comme tout va vite. Et vous voyez aussi comme on est manipulé. C'est-à-dire que la presse veut nous faire croire qu'il ne faut pas aller sur les cryptos maintenant. Jamais d'ailleurs, parce qu'ils nous en tiennent éloignés. Parce que les marchés financiers veulent nous tenir éloignés pour l'instant des cryptos. Parce que justement, vous voyez, toutes ces banques-là, elles vont rentrer maintenant dans les cryptos. Elles vont acheter Bitcoin, Ethereum, etc. Et elles ont besoin que le prix soit bas. Et elles ont besoin d'entrer à un prix bas. C'est ça l'histoire. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on vous dit de ne pas y aller parce que les autres, les grosses banques, les institutionnels veulent y aller à pas cher. Et quand ils seront tous rentrés là-dedans, dans quelques temps, quelques semaines, quelques mois, on verra. Là, ils vont commencer à chauffer un peu le public, chauffer les médias pour dire ça y est, la crypto, ça remonte. En fait, ils vont s'arranger pour que ça remonte un petit peu, que ça frémisse. Et après, tous les médias vont vous dire en fait, il faut y aller, c'est le bon moment, la crypto va s'envoler, etc., etc. Donc, on va être tout le temps manipulé. Et ici, vous voyez, si je prends l'histoire de BlackRock, ça c'est incroyable. BlackRock accorde un prêt de 17 millions de dollars à Core Scientific. Et Core Scientific, c'est un mineur de Bitcoin qui est en faillite, qui est au bord de la faillite. Et en fait, BlackRock veut sauver ce mineur parce que c'est un mineur important du réseau Bitcoin. Et BlackRock veut absolument que Bitcoin se porte bien. À votre avis, pourquoi? Parce que BlackRock avait déjà conseillé d'acheter de la crypto à tous ses clients il y a déjà quelques mois, je crois que 6-8 mois, et BlackRock veut surtout pas qu'il y ait de problème sur Bitcoin. Alors quand un mineur fait faillite, c'est pas que le réseau Bitcoin s'arrête, évidemment, il y a des mineurs, il y en a des milliers, mais ça n'envoie pas un bon signal au marché. Donc BlackRock veut continuer d'accorder sa confiance, veut montrer au marché qu'ils peuvent avoir confiance dans les cryptos. Et BlackRock, en accordant ce prêt, pour eux 17 millions, c'est comme nous, c'est comme 2 € dans notre poche. Et malgré tout, ils envoient la nouvelle au monde entier pour dire nous, on soutient
le Bitcoin, on soutient les cryptos et on pense que c'est un investissement d'avenir. Et donc, ils préparent le prochain bull run qui s'annonce absolument spectaculaire d'ailleurs. Parce que vu le nombre d'entreprises, d'institutionnels, de grandes banques qui vont y aller, ça va être quelque chose d'assez impressionnant. Donc, à suivre ici, BlackRock devient le plus grand créancier de Core Scientific. Alors, les mineurs de Bitcoin, il y en a pas mal qui ont déjà fait faillite, mais parce que ils sont rentrés dans le Bitcoin beaucoup trop tard, c'est-à-dire au moment où il y avait le all-time high, alors qu'il fallait rentrer, il fallait attendre que ça se calme et à ce moment-là rentrer, acheter des machines, etc. Le problème, si vous voulez, des mineurs, c'est qu'il y a un double effet qui se coule, si je puis dire. Il y a à la fois, ils rentrent quand le Bitcoin est trop cher et quand les machines sont trop chères. Ils se retrouvent quand le Bitcoin baisse avec des revenus qui ne rentrent pas assez et en plus, avec la crise énergétique, une électricité qui s'envole. Donc tout se concorde, tout se cumule, je dirais, pour que les mineurs ne puissent pas tenir la route. Alors il y a plein de mineurs qui tiennent la route parce qu'ils sont rentrés bien avant. Ils sont rentrés en 2016, 2017, 2018, quand le Bitcoin était vraiment pas très cher. Maintenant, même un Bitcoin à 16 000 $, il s'en sort bien. Alors autre nouvelle, la Chine va lancer sa propre marketplace de NFT. Et alors ça aussi c'est une nouvelle incroyable parce que certes la Chine va faire ça dans son coin avec ses propres blockchains, etc. Mais le signal qui est envoyé, c'est quand même un signal très fort sur les NFT. Et donc n'oubliez pas, le NFT c'est un token qui a besoin d'une blockchain et qui a besoin d'une crypto-monnaie pour être acheté, pour être échangé. Donc signal extrêmement fort, extrêmement positif pour les cryptos ici. Et n'oubliez pas, la Chine c'est 1,4 milliard d'individus. Donc le marché est énorme. Il y a en plus ce projet de monnaie digitale de banque centrale, ce qu'on appelle une MNBC, monnaie nationale de banque centrale, monnaie numérique de banque centrale, et les NFT maintenant pour tous les Chinois qui vont pouvoir échanger donc ce qu'on appelle des digital collectives, c'est comme ça qu'Instagram les appelle, donc dans ce marché intérieur absolument gigantesque. Et puis moi j'ai vu cette news, j'attire votre attention sur Christophe de Beukelaar, qui est un député bruxellois que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui est en plus quelqu'un d'assez très humain, très intéressant, vraiment très riche. Et justement, lui, avec le Bitcoin, donc il a transformé son salaire en Bitcoin toute l'année, son salaire de député, et il combat le dernier privilège des riches, l'inculture financière généralisée. Et ça, pour moi, c'est peut-être le message le plus fort que je souhaite faire passer dans ces vidéos, c'est que les riches, les puissants, les institutions nous tiennent à l'écart du marché financier parce que ils veulent le manipuler, ils veulent en faire ce qu'ils veulent, il faut que ce soit leur jouet, il faut que ce soit leur ressource de gain et de richesse. Et si nous, petits peuples, petits citoyens, nous commençons à comprendre ce qu'ils font, et croyez-moi, c'est pas si difficile que ça, c'est toujours les mêmes mécanismes, quand on commence à comprendre ce qu'ils font, alors on peut commencer à les critiquer, alors on peut commencer à arrêter de gober tout ce qu'ils veulent nous faire croire, et cette inculture financière devient un frein à l'éducation des citoyens. Ça devient un frein à l'implication des citoyens dans la vie politique, dans la vie économique. Dieu sait si la finance est un rouage fondamental de l'économie et de la politique. Donc ici, cette inculture financière doit être combattue. Et elle peut être combattue avec les crypto-monnaies. Pourquoi ? Parce que quand on commence à comprendre les cryptos, c'est pas que de la technologie, c'est un peu de technologie bien sûr, mais c'est beaucoup des phénomènes financiers. Le Bitcoin, ça tient beaucoup au phénomène des monnaies. On commence à essayer de s'intéresser à la monnaie, à comment la monnaie est imprimée, comment elle est fabriquée, pourquoi est-ce qu'elle fabrique de l'inflation, etc. Donc vous voyez, le Bitcoin et après les autres cryptos, Ether, etc., Solana, etc., toutes ces cryptos, ces blockchains, nous font rentrer dans, par exemple, ce qu'on appelle la tokenomics. C'est-à-dire quand une blockchain, quand une start-up lance un projet, ils vont émettre un token et ce token va être distribué de telle et telle manière au venture capital, va être distribué au public, va être distribué aux partenaires, etc. Et quand on commence à rentrer là-dedans et qu'on comprend ça, on comprend les phénomènes de Wall Street, on comprend les phénomènes de levée de fonds, on comprend les startups, on comprend les licornes, etc. Et c'est fondamental d'imaginer, de vraiment réaliser que quand on rentre dans la compréhension de la crypto, on rentre dans la compréhension de la finance en général. Et ça, c'est ce que les gens ne veulent pas. Les médias ne veulent pas vous informer là-dessus, les politiques encore moins, les économistes surtout pas, et les banques encore moins. Alors là, les banques, si vous commencez à comprendre ce qui se passe dans les banques, alors là, c'est les banques qui tombent. Donc j'aime beaucoup cet article, d'ailleurs je le mettrai en commentaire. Je voulais vous montrer peut-être un dernier chart. C'est, vous voyez ce qui s'est passé sur le Bitcoin depuis 2011, et vous voyez que c'est le principe des cycles dont je vous parle très souvent. Vous voyez 2011, 12, 13, cycle haussier, et puis bear market 2014, et puis à nouveau 3 années de cycle haussier ici, et puis bear market 2018, et puis 3 années haussières qu'on a bien connues, 19, 20, 21, et puis bear market de 2022. C'est pour ça que 2023 sera l'année du retournement, même si tous les médias vont vous dire qu'il va y avoir
une récession terrible, qu'il va y avoir un crack, etc., etc. En fait, ils ne vous disent pas qu'ils préparent déjà la sortie de ce crack. Et en général, les marchés se retournent bien avant la sortie de la récession. Même parfois au creux de la récession, les marchés redémarrent. Donc préparez-vous, je ferai plein de vidéos là-dessus. Suivez ça de très près et ne vous laissez pas embobiner par tout ce qu'on peut. Allez, à ciao.